Le palais en flammes. Le feu léchait les murs du palais doré, tandis que Néron observait Rome brûler du haut de sa tour. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une excitation presque sexuelle qui le parcourut comme un courant électrique. L'empereur de 27 ans souriait, les lèvres entr'ouvertes, les yeux vitreux reflétant les flammes qui dévoraient sa propre ville. Comme la destruction est belle quand je la contrôle, murmura-t-il pour lui-même, caressant la lyre qu'il serrait contre sa poitrine comme une amante. Ce n'était pas l'image d'un fou, c'était quelque chose d'infiniment plus terrifiant, la manifestation pure du narcissisme pathologique à l'apogée de son pouvoir destructeur. Néron, né Lucius Domitius Aenobarbus en 37 après Jésus-C, était le fils de Gnaeus Domitius Aenobarbus et d'Agrippine la jeune. Dès ses premiers jours, le futur empereur grandit dans une atmosphère de privilèges absolus et de flatterie constante. Sa mère, Agrippine, une femme aux ambitions féroces et aux manipulations calculées, façonna le garçon non seulement pour régner, mais pour croire qu'il était divin de droit divin. Le jeune Lucius, qui adoptera plus tard le nom de Néron, n'entendit jamais le mot non prononcé avec sérieux. Chaque caprice était satisfait, chaque caprice était interprété comme une manifestation de sa supériorité naturelle. Les esclaves du palais chuchotaient entre eux à propos de cet enfant étrange qui torturait les petits animaux avec la même expression sereine qu'il utilisait pour réciter de la poésie. Agrippine, loin de s'alarmer, interpréta cette cruauté comme un signe de force impériale. Mon fils possède la dureté nécessaire pour gouverner, déclara-t-elle au sénateur qui visitait sa villa, tandis que le garçon de 8 ans arrachait systématiquement les ailes d'une mouche, observant ses derniers mouvements au sol avec une curiosité scientifique. Il était impossible de distinguer où l'enfant finissait et où le monstre commençait, peut-être parce qu'il n'y avait jamais eu de frontières. L'éducation de Néron fut confiée à Sénèque, le philosophe stoïcien, qui tenta en vain d'inculquer au jeune prince des concepts de vertu et de modération. Mais comment enseigner l'humilité à quelqu'un qui n'avait jamais connu de limites? Comment cultiver l'empathie dans un esprit qui voyait les autres êtres humains comme des extensions de sa propre volonté? Sénèque écrira plus tard, dans des lettres préservées par le temps, sur la nature troublante de son élève. Le jeune Néron possède une intelligence vive et une soif de connaissance, mais il y a quelque chose dans ses yeux qui m'inquiète profondément. Lorsque j'explique la vertu de la clémence, il sourit, non pas avec compréhension, mais comme si je décrivais une stratégie militaire particulièrement ingénieuse. La transformation de Néron, d'adolescent gâté en tyran absolu, ne fut pas brutale, ce fut un processus progressif et terriblement systématique. Chaque petite transgression qui passait impunie alimentait sa conviction que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Lorsqu'il ordonna l'exécution d'un esclave pour avoir renversé du vin sur sa tunique et que personne n'osa protester, Néron ressentit une décharge de pouvoir presque addictive. Lorsqu'il força une sénatrice à assister tandis qu'il torturait son propre fils et qu'elle resta silencieuse par peur, il comprit qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'il pouvait faire. Le palais impérial devint un laboratoire de cruauté où Néron expérimentait les limites de la domination psychologique. Il mit au point des jeux élaborés d'humiliation publique, forçant des sénateurs respectés à se comporter comme des animaux pour son divertissement. Il tenait à briser systématiquement la dignité des gens, non pas par colère, mais par pur plaisir. Des témoins décrivent comment ses yeux brillaient lorsqu'il voyait des larmes de désespoir sur les visages de ses victimes. L'empereur ne semblait pas humain dans ces moments-là, rapporta un survivant des années plus tard. Il y avait quelque chose de reptilien dans son expression, comme s'il savourait un festin invisible. La relation de Néron avec sa mère, Agrippine, illustre parfaitement la nature pathologique de son narcissisme. Elle avait été instrumentale dans son ascension au pouvoir, mais elle représentait aussi la seule personne qui osait encore le contredire.
Pour un esprit narcissique, cela était intolérable. Agrippine ne comprenait pas qu'elle avait créé un monstre qui finirait par la détruire. Lorsqu'elle tenta de garder une certaine influence sur les décisions impériales, Néron interpréta cela comme une trahison personnelle impardonnable. À partir de 55 après Jésus-C, il commença à planifier systématiquement l'élimination de sa propre mère. Le processus de destruction d'Agrippine fut une œuvre maîtresse de sadisme calculé. Néron ne voulait pas simplement la tuer, il voulait briser son âme d'abord. Il commença par supprimer progressivement tous ses privilèges, en renvoyant ses serviteurs, en confisquant ses biens, en l'isolant socialement. Chaque humiliation était accompagnée de sourires froids et de déclarations publiques d'amour filial. Agrippine, même avec son intelligence politique aiguisée, ne parvenait pas à comprendre complètement ce qui se passait. Comment une mère pouvait-elle comprendre que son propre fils la voyait non pas comme une personne, mais comme un obstacle à éliminer? Les tentatives d'assassinat d'Agrippine et la chute de Néron. Les tentatives d'assassinat d'Agrippine révèlent la véritable perversité de l'esprit de Néron. Il ne choisit pas des méthodes simples, il mit au point des plans élaborés et théâtraux qui reflétaient son besoin de contrôle total. D'abord, il tenta d'empoisonner sa nourriture, mais Agrippine avait développé une immunité à de nombreux poisons. Ensuite, il conçut un plafond destiné à s'effondrer sur elle lors d'un banquet, mais des problèmes techniques firent échouer le plan. Enfin, il fit construire un bateau à double fond qui devait s'ouvrir en pleine mer. Lorsqu'Agrippine survivit en nageant jusqu'à la côte, Néron abandonna la subtilité et envoya des soldats pour la tuer directement. L'assassinat d'Agrippine en 59 après Jésus-C marqua un tournant dans la psyché de Néron. Il avait tué la seule personne qui le considérait encore comme un être humain, et il découvrit que cela ne lui causait aucun remords, mais plutôt une sensation de liberté absolue. Des témoignages de l'époque décrivent comment il examina le corps de sa mère décédée avec une curiosité clinique, commentant sa beauté même dans la mort. « Enfin, aurait-il murmuré, plus personne pour me dire que je suis mortel. » À partir de ce moment, Néron ne fut plus un empereur cruel, il devint quelque chose de totalement différent de l'humanité. Si vous êtes intrigué par ces analyses profondes sur les personnages historiques et la psychologie, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu de ce type, explorant les esprits les plus complexes et perturbants de l'histoire humaine. L'élimination d'Agrippine libéra les pulsions les plus sombres de Néron, mais elle brisa également la dernière ancre qui le reliait à la réalité. Son narcissisme pathologique, auparavant contenu par des nécessités politiques pratiques, explosa en manifestations de plus en plus bizarres et destructrices. Il commença à se voir non seulement comme empereur, mais comme un artiste suprême, un athlète incomparable et un dieu incarné. Son besoin d'admiration devint si intense qu'il forçait le Sénat à assister à ses prestations musicales, menaçant de mort quiconque manifestait de l'ennui ou de la désapprobation. Les apparitions publiques de Néron révélaient la profondeur de sa déconnexion avec la réalité. Il croyait sincèrement posséder un talent artistique exceptionnel, alors qu'en réalité, sa voix était décrite par ses contemporains comme faible et tremblante. Mais aucun Romain n'osait exprimer son opinion honnêtement. Le résultat était une chambre d'écho qui confirmait constamment ses délires de grandeur. Plus les gens feignaient d'admirer son art, plus il était convaincu de son propre génie. C'était un cercle vicieux où la flagornerie forcée nourrissait un narcissisme de plus en plus déconnecté de la réalité. La relation de Néron avec Poppée Sabina, sa seconde épouse, illustre un autre aspect terrifiant du narcissisme pathologique, l'incapacité d'aimer véritablement. Poppée était une femme d'une beauté exceptionnelle et d'une intelligence politique aiguë, mais pour Néron, elle était moins une personne qu'un trophée. Il ne tomba pas amoureux d'elle, mais de sa propre image reflétée dans ses yeux. Lorsque Poppée tentait d'exercer son propre pouvoir ou manifestait une personnalité indépendante, Néron interprétait cela comme une trahison. Sa passion pour elle était en fait une forme d'auto-adoration projetée.
L'assassinat de Popée en 65 après Jésus, lorsque Néron marua de coups de pied dans l'abdomen alors qu'elle était enceinte, marqua le moment où son narcissisme se transforma en psychopathie complète. Des témoins rapportent qu'il manifesta des remords initiaux, mais il commença rapidement à réécrire le récit dans son esprit. En quelques jours, il déclarait que Popée était morte de cause naturelle et finit par croire à son propre mensonge. Sa capacité à déformer la réalité pour protéger son image de soi était si développée qu'il ne parvenait plus à distinguer le vrai du faux. L'incendie de Rome en 64 après Jésus représente l'apogée destructive du narcissisme pathologique de Néron. Bien que les historiens modernes débattent de savoir s'il a réellement ordonné l'incendie, des témoignages contemporains décrivent un comportement qui révèle un esprit totalement dépourvu d'empathie humaine. Alors que Rome brûlait et que des milliers de personnes perdaient leur maison, Néron vit une occasion artistique. Il aurait chanté sur la destruction de Troie, se comparant à Homère et déclarant qu'il créait un chef-d'œuvre en direct. La réaction de Néron au désastre fut typiquement narcissique. Il ne se concentra pas sur l'aide aux victimes ou la reconstruction de la ville, il se concentra sur la manière dont l'incendie pouvait servir ses propres projets. Il profita de la destruction pour construire la Domus Aurea, sa maison dorée, un complexe palatial qui couvrait près d'un tiers de la ville. Le palais n'était pas seulement une résidence, c'était un monument physique à son propre ego, avec une statue de lui-même de 35 mètres de haut. Chaque pièce était conçue pour rappeler aux visiteurs la magnificence impériale, comme si le bâtiment lui-même était une extension de sa personnalité grandiose. La Domus Aurea révélait la nature profondément troublante de l'esprit de Néron. Il avait créé un monde où il était littéralement le centre de l'univers. Des salles rotatoires suivaient le mouvement du soleil, des jardins artificiels remplaçaient les paysages naturels et des systèmes élaborés de miroirs multipliaient son image à l'infini. Vivre là-bas, c'était comme habiter dans la psyché d'un narcissisme pathologique. Tout était organisé pour refléter et amplifier une seule personnalité. Les visiteurs décrivaient des sensations oppressantes de ne pas être les bienvenus, mais plutôt des intrus dans un sanctuaire dédié au culte d'une seule personne. La paranoïa de Néron s'intensifia dramatiquement après la conjuration de Pison en 65 après Jésus. Sa réaction à la tentative d'assassinat révéla un autre aspect terrible du narcissisme pathologique, l'incapacité à distinguer les menaces réelles des menaces imaginaires. Pour un esprit narcissique, tout défi à sa suprématie est interprété comme une attaque existentielle. Néron commença à voir des conspirations partout, ordonnant des exécutions basées sur des soupçons paranoïaques. Sénateurs, généraux, même des amis proches, furent éliminés pour des crimes imaginaires. La mort de Sénèque, son ancien précepteur, symbolisa la rupture définitive de Néron avec toute morale ou reconnaissance. Sénèque avait tenté des années durant de modérer les pulsions destructrices de l'empereur, mais il fut contraint au suicide sous des fausses accusations de trahison. Néron insista à la mort de Sénèque avec la même expression sereine qu'il arborait en regardant les gladiateurs au Colisée. Pour lui, éliminer toute voix qui contestait sa grandeur n'était pas seulement nécessaire, mais plaisant. Chaque exécution confirmait sa suprématie absolue. La détérioration mentale de Néron s'accéléra à mesure que son isolement augmentait. Entouré uniquement de flatteries et d'individus qui dépendaient de sa bienveillance pour survivre, il perdit complètement le contact avec la réalité. Il commença à croire littéralement en sa propre divinité, exigeant que l'on l'adore comme un dieu. Ses discours devenaient de plus en plus incohérents, mêlant des grands projets artistiques à des menaces de mort contre quiconque ne manifestait pas assez d'enthousiasme. Le comportement de Néron durant les dernières années de son règne révélait un esprit en totale déliquescence. Il passait des journées entières à répéter des spectacles qui n'avaient jamais lieu, se parlant à lui-même comme s'il s'adressait à une audience. Des serviteurs rapportent qu'il discutait fréquemment avec son reflet dans les miroirs, apparemment incapable de distinguer son image des autres personnes. Son besoin d'admiration était devenu si intense qu'il créait des situations imaginaires où il était acclamé par des foules inexistantes. La révolte de Galba en 68 après Jésus confronta Néron à une réalité que son esprit narcissique ne pouvait assimiler. Il n'était ni aimé, ni craint, ni respecté. Il était simplement haï. La découverte que légion après légion se rébellait contre lui déclencha un effondrement psychologique complet.
Pour la première fois de sa vie, Néron fut confronté à la possibilité que son image grandiose de lui-même soit totalement fausse. La réponse fut une crise psychotique qui dura des jours. Des témoins décrivent Néron durant ces derniers jours comme une créature brisée, oscillant entre une fureur maniaque et une dépression catatonique. Il errait dans les couloirs de la Domus Aurea, parlant de vengeance contre Rome, puis se cachait dans des coins en pleurant comme un enfant abandonné. Son incapacité à accepter le rejet était si profonde qu'il ne comprenait littéralement pas pourquoi les gens ne l'aimaient pas. Pour un esprit narcissique, être rejeté équivaut à cesser d'exister. La fuite de Néron de Rome fut un voyage à travers les débris de sa propre psyché. Il avait passé toute sa vie à croire qu'il était le centre de l'univers et il découvrait maintenant que l'univers continuait à fonctionner sans lui. Sa réponse fut de nier la réalité. Il continuait d'attendre que les gens reconnaissent leur erreur et viennent supplier son pardon. Même lorsque des soldats s'approchaient pour l'arrêter, Néron semblait incapable de comprendre que son autorité avait disparu. Le suicide de Néron le 9 juin 68 après Jésus-Christ fut moins un acte de courage que l'effondrement final d'un esprit qui n'avait jamais appris à exister sans adoration constante. Ses derniers mots auraient été « Quel artiste meurt avec moi ?» une déclaration qui résume parfaitement la nature de son narcissisme pathologique. Même dans la mort, il ne pouvait voir au-delà de lui-même. Il n'y avait aucune réflexion sur les gens qu'il avait torturés, les vies qu'il avait détruites ou les mélimances qu'il avait ruinées. Il n'y avait que des lamentations sur la perte de sa propre magnificence imaginaire. La mort de Néron marque la fin de l'un des exemples les plus extrêmes de narcissisme pathologique de l'histoire humaine. Mais son héritage dépasse la cruauté individuelle. Il montre comment un esprit déconnecté de l'empathie peut utiliser le pouvoir pour créer des souffrances à grande échelle. Néron n'était pas simplement un tyran cruel, c'était un être humain dont la structure psychologique de base avait été corrompue dès l'enfance par l'absence de limites et un excès de flatterie. L'analyse moderne du comportement de Néron révèle des schémas que les psychologues reconnaissent dans le trouble narcissique de la personnalité. Besoin constant d'admiration, manque d'empathie, sentiment grandiose d'auto-importance, exploitation interpersonnelle, arrogance et croyance de singularité spéciale. Mais le cas de Néron montre comment ces traits, combinés à un pouvoir absolu, peuvent créer un monstre qui transcende la pathologie individuelle et devienne une force de destruction historique. La tragédie de Néron ne réside pas seulement dans la souffrance qu'il a causée, mais dans la démonstration de la façon dont un esprit humain peut se déconnecter complètement de l'humanité. Il représente une terrible expérience sur ce qui se produit lorsque le narcissisme pathologique est nourri dès l'enfance puis armé d'un pouvoir illimité. Sa vie sert d'avertissement sombre sur les dangers de créer des structures sociales qui permettent aux personnalités destructrices de prospérer sans limite. Rome a survécu à Néron, mais les cicatrices de son règne sont restées pendant des générations. Plus important encore, son histoire reste pertinente, car le narcissisme pathologique n'a pas disparu de l'expérience humaine. Les mêmes structures psychologiques qui ont créé le monstre qu'était Néron continuent d'exister, attendant les circonstances qui permettront leur manifestation. La différence entre le narcissisme ordinaire et le tyran destructeur n'est souvent qu'une question d'opportunité et de pouvoir. L'étude de l'esprit de Néron nous force à confronter des vérités inconfortables sur la nature humaine. Il n'est pas né monstre, il a été créé par une société qui a confondu adoration et amour, pouvoir et vertu, et soumission et loyauté. Sa transformation d'enfant privilégié en tyran pathologique montre comment le narcissisme peut être cultivé et amplifié jusqu'à devenir une force destructrice qui consume non seulement l'individu, mais toute la société qui l'entoure. La leçon la plus terrifiante de l'histoire de Néron est qu'il n'était pas une aberration unique, il était le produit logique de circonstances spécifiques qui peuvent être reproduites. Chaque fois qu'une société échoue à établir des limites saines au pouvoir, chaque fois qu'elle confond la flatterie avec le respect, chaque fois qu'elle permet à des individus de grandir sans expérimenter de conséquences réelles à leurs actions, elle crée l'environnement parfait pour l'épanouissement du narcissisme pathologique. Rome croyait avait confié le pouvoir à un dieu, elle découvrit trop tard qu'elle avait nourri un démon.
L'esprit de Néron sert de rappel perpétuel que les monstres les plus dangereux ne sont pas ceux qui naissent du mal, mais ceux qui sont créés par l'adoration inconditionnelle et un pouvoir sans limite. Son histoire résonne à travers les siècles comme un avertissement sur les dangers de confondre grandeur et bonté, charisme et compétence, autorité et sagesse. La véritable tragédie de Néron ne fut pas seulement ce qu'il devint, mais ce qu'il aurait pu être. Né dans l'une des familles les plus privilégiées du monde antique, éduqué par les meilleurs tuteurs, disposant de ressources illimitées pour faire le bien, il avait tout ce qu'il fallait pour devenir l'un des grands dirigeants de l'histoire. Au lieu de cela, il devint une démonstration vivante de comment le narcissisme pathologique peut transformer le privilège en malédiction, le pouvoir en destruction et le potentiel humain en cauchemar historique. En étudiant l'esprit de Néron, nous n'examinons pas seulement un empereur romain mort il y a 2000 ans, nous regardons dans un miroir sombre qui reflète les aspects les plus dangereux de la nature humaine. Son histoire sert d'avertissement éternel sur ce qui arrive lorsque nous permettons au narcissisme pathologique de se combiner avec un pouvoir absolu. C'est une leçon que chaque génération doit réapprendre, car les forces qui ont créé Néron n'ont jamais vraiment disparu, elles attendent simplement la prochaine occasion d'émerger des ombres de la condition humaine.